Alors du coup, je vais enchaîner sur la dernière thématique pour aujourd'hui, sur le profilage au service de l'entraînement gymnique. Et vous présenter une démarche que j'ai entamée depuis quelques temps, qui m'a amené à travailler à la fois avec des kinés, aussi avec d'autres sportifs, d'autres disciplines, et puis finalement à l'expérimenter aussi dans la gymnastique, et notamment au travers du DRA, donc le dispositif d'accession au haut niveau qui est mis en place sur la région, pour lequel j'ai pu tester la gamme, la GAF et puis la GAC également. J'ai pas encore fait la GR, on verra sans doute sur la saison prochaine. On se dit que c'est important pour savoir qui sera porteur et qui sera Alors, ouais, le profilage, il va essayer d'amener d'autres choses. On va essayer de voir à quoi ça correspond et puis quel est le mode de questionnement et les orientations qui vont avec. Le point de départ pour moi, c'était de dire c'est quoi la problématique de l'entraînement, de l'entraîneur, à quoi il doit essayer de répondre. Et finalement, une réponse assez simple, vous allez me dire, hein, mais finalement qui soulève plein de questions derrière. Pour moi, à l'entraînement, où l'entraîneur il doit répondre à ça, c'est comment produire une performance avec des gymnastes dans un temps donné. Et ça donne trois critères essentiels pour construire son activité. La performance. Qu'est-ce que c'est que la performance gymnique? Quel est mon modèle, à moi en tant qu'entraîneur? Comment je l'envisage? Quel est mon point de référence? Ensuite, j'ai des gymnastes qui j'ai en face de moi. On parlait tout à l'heure d'individualiser ou de quoi, voilà, qui j'ai en face de moi, quel gym il va faire. Et puis dans un temps donné, parce qu'effectivement, tout à l'heure sur ce que Nicolas pouvait évoquer avec les trajectoires de performance, il disait qu'on connaissait déjà les potentiels de 2028, on les connaît déjà, et ceux de 2032, on les connaît pratiquement, quoi, ce qu'il évoquait. Donc finalement, ça veut dire que on a ce temps qui est déterminé et dans lequel il faut jouer, comment on va l'optimiser. Donc ça soulève des questions de savoir, moi en tant qu'entraîneur, qu'est-ce que je raconte à mes gyms, qu'est-ce que je leur transmets, c'est quoi mon modèle et comment on discute autour de ça, quelle est cette relation. On parlait de gymnastes, j'ai des gymnastes en face de moi, je leur demande de faire la TR contre les espaliers, ce qu'on voit ici, qu'est-ce qu'ils en font? Voilà. Est-ce que c'est la même chose? Qui j'ai en face de moi? Quelle est la singularité individuelle de chacun pour répondre à ce que je leur demande? Et donc en lien aussi avec ce que je leur raconte dans le modèle. Et puis le temps donné, bah oui, comment je fais pour gagner du temps, ce que Nicolas a évoqué aussi tout à l'heure, de dire on fait déjà beaucoup d'entraînement gymnastique. Est-ce qu'on est en mesure d'augmenter le volume encore? Ça semble peu probable. Donc il va falloir optimiser ce temps, si on veut le rendre performant. Pour ça, la mise en question, c'était de se poser la question de l'individualisation et de passer encore à un processus un peu plus loin, c'est d'aller vers la personnalisation du projet. C'est-à-dire que bien souvent, on a des modèles d'individualisation, c'est-à-dire j'ai mon modèle, ma conception de l'entraînement, ma conception de ce qu'est la performance en gymnastique, et à partir de ce modèle et cette conception que je partage avec mes gyms, je vais essayer de le projeter, de l'amener sur mes gymnastes. Et puis après, évidemment, ils ont une réponse individuelle, ça marche plus ou moins bien, il y en a qui vont être performants, et puis il y en a qui le seront moins. Mais est-ce qu'ils sont performants parce que mon modèle colle bien et puis ça marche, ou est-ce que celui qui n'est pas performant, c'est parce que c'est mon modèle qui n'est pas bon, ou c'est le gym qui n'est pas bon? Voilà. Quelle est la relation entre les deux? Et est-ce que finalement mon individualisation, elle est bien positionnée, quoi? Et donc finalement la démarche, ça va être d'inverser le processus et de considérer que chaque personne que j'ai en face de moi a sa singularité. J'ai un individu avec ses qualités, ses capacités de produire des mouvements spontanés qui vont devenir de la gymnastique spontanée. Et moi, je suis obligé d'en tenir compte pour pouvoir lui proposer un modèle de performance qui, du coup, collera à l'individu que j'ai en face de moi. Donc c'est vraiment, plus que d'individualiser un système, c'est de personnaliser le système en fonction des individus. Voilà. Donc une espèce de relation inversée par rapport à ce qu'on peut faire classiquement dans les procédures d'entraînement. Alors par rapport à ce mouvement spontané, si je prends en compte ce que je viens de dire, je vais considérer l'individu, qu'est-ce qui se produit spontanément.
La science aujourd'hui, il y a plein de travaux de recherche qui mettent en évidence notamment deux points clés, c'est que les stratégies de mouvement individuelles, elles sont indépendantes de la performance de la même manière qu'au niveau de la force. C'est-à-dire que la manière de produire du mouvement me permet d'être performant quelle que soit la manière de le produire. Donc c'est pas parce que et chacun rentre dans un modèle de mouvement qui lui appartient et des natures de mouvement que je ne pourrais pas changer, on pourra faire des tests entre nous après tout à l'heure, je ne peux pas forcément les changer et pour autant ça va impacter ma performance, mais ça m'empêche pas d'être performant quelle que soit ma façon de bouger. Ici j'ai mis des exemples sur la marche. Il y en a qui sont dit une marche par le bas, qui vont envoyer le bassin en premier pour marcher, d'accord? Si j'exagère, ça fait un peu ça. Et puis il y en a d'autres qui vont marcher, on dit des marches par le haut, donc qui vont envoyer, projeter le buste et les épaules, et qui vont avoir une démarche un peu plus rebondie et un peu plus dans la chute vers l'avant. Ces deux démarches existent et font que parmi nous, il y en a qui font plus une démarche que l'autre, une démarche préférentielle qu'on va plus facilement utiliser. Et pour autant, ça ne nous empêche pas, indépendamment, d'être performants, quelle que soit notre démarche. Au niveau de la force, on a les mêmes travaux qui nous disent la même chose. Ici dans les photos, voilà, est-ce que mon développé couché, je le fais les bras écartés? Est-ce que je serre les bras? Est-ce que quand je le fais, je suis relâché sur le visage et je suis capable de souffler en le faisant? Ou est-ce que je vais utiliser l'occlusion dentaire pour essayer de gagner en force? Est-ce que je vais me mettre en apnée aussi pour gagner de l'équilibre intermusculaire? Voilà, il y a différentes techniques, différentes stratégies, et qui ne conditionnent pas la performance. C'est-à-dire que j'utilise une technique ou une autre, je peux produire quelque chose de performant. Voilà. Donc ça interpelle effectivement sur le modèle. Est-ce que je peux calquer un modèle ou est-ce que je suis obligé de tenir compte de l'individu? De manière assez générale sur des travaux assez majeurs sur le domaine, il y a Luciana en 2017 qui met en évidence qu'il y a deux modalités de course, donc d'organisation du déplacement moteur sur les membres inférieurs. Soit il y a des coureurs qui sont terrestres, donc qui vont avoir une foulée très ancrée dans le sol, un peu les marcheurs par le bas, et d'autres qui vont avoir une foulée très aérienne, qui est très rebondie et qui vont comme ça, courir comme ça, alors que les autres vont courir un peu plus écrasés, on va dire. D'accord. Donc voilà deux modalités de course, et pour autant, ils mettent en exergue certains exemples, notamment dans les travaux de doctorat qui ont été faits en parallèle, qu'on retrouve des athlètes qui ont différents types de déplacements en course et qui pourtant vont se retrouver aux Jeux Olympiques. Donc on ne peut pas dire que ce soit plus performant dans un mode ou un autre. Plus proche de nous, sur la gymnastique, on a des travaux comme ça sur le soleil qui mettent en évidence qu'il y a 3 stratégies pour faire un soleil. Et au final, tout le monde sait faire un soleil, et la performance du soleil, elle est la même pour l'ensemble des gymnastes. Ils savent faire un soleil sans faute, que les juges vont reconnaître et qui sera sans problème. Mais il y a 3 stratégies utilisées. Il y en a qui vont utiliser plutôt les membres supérieurs, l'épaule, bras, et qui vont contrôler le soleil au-dessus de la barre. D'autres qui vont plutôt utiliser la force de l'avant-bras et l'appréhension de la main combinée à l'extension dorsale pour organiser le soleil dans la partie basse, d'accord, sous la barre, ce qu'on voit en rouge, hein. Et puis d'autres qui vont utiliser plutôt les chaînes musculaires antérieures et qui vont se servir énormément du transfert d'énergie cinétique dans la remontée du soleil. Donc on voit encore une fois ici 3 stratégies différentes, 3 chaînes, enfin des synergies musculaires qui sont différentes pour produire une même performance au final. Et ça veut dire que techniquement, vous voyez bien tout de suite l'implication de l'entraîneur. Je ne vais pas entraîner le gym qui utilise la stratégie 2 de la même manière que celui qui fait la 3. Parce que ces points d'appui pour la réussite du soleil, c'est pas les mêmes. Et ça m'oriente peut-être, j'imagine pour ceux qui entraînent, peut-être ça évoque, tiens, cet élément-là, plus tard, il sera plus facile qu'un autre, par exemple. D'accord. Donc ça peut orienter des choix techniques. Donc finalement, le profilage, dans ce contexte, c'est essayer de trouver et d'identifier quel est l'équilibre de la personne que j'ai en face de moi. Et l'équilibre, il n'est pas forcément équilibré. C'est-à-dire que je peux avoir quelqu'un en face de moi qui est déséquilibré au sens qu'il a des forces et des faiblesses. Et c'est identifier ses caractéristiques propres et voir quel est son équilibre à lui, sa nature d'équilibre propre.
Et c'est à ça que finalement sert le profilage. Et finalement, ça me permet d'identifier les potentiels, les facteurs limitants, mais aussi de pouvoir personnaliser du coup le travail, ce qu'on disait au début, et trouver l'efficience du geste. Si je reprends l'exemple du soleil, quelle est l'efficience pour tel gym? Comment je peux optimiser l'état de forme, limiter les risques de blessure, ce qui a été évoqué d'ailleurs par Nicolas tout à l'heure. Et l'idée derrière ça, c'est de pouvoir faire des choix authentiques. C'est-à-dire j'ai différents gymnastes qui ont des caractéristiques particulières, et fatalement, en fonction de qui ils sont et de leur équilibre propre, eh ben, ils vont avoir une performance, j'ai peut-être 3 points d'exclamation, mais c'est pas les mêmes. C'est des points d'exclamation. La performance gymnique, c'est de la performance gymnique au final, mais ce ne sera pas la même. Et entre les deux, les trajectoires de performance ne seront pas les mêmes non plus. Donc c'est comment je fais pour objectiver ce que j'observe chez mes gyms, pour construire des choix authentiques dans la construction de la performance. Voilà l'ambition du profilage. Si je prends des exemples après sur ce qu'on peut observer chez les gyms, on voit par exemple des caractéristiques que vous allez identifier facilement. Si je prends les 2 images du bas, est-ce qu'elle est droitière, gauchère? Bon, allez, c'est facile à identifier, et puis on s'en sert tous assez spontanément. Finalement, vous commencez à profiler vos gyms. Et vous savez très bien que si c'est pas à droite ou à gauche, bah, ça va être déterminant pour construire un sursaut, pour construire des orientations sur les rondades, les déclenchements de vrille, et ainsi de suite, hein, d'accord? Donc tout ça, c'est déjà un premier point, assez simple, et facile à identifier. Après, il y a d'autres choses qui peuvent servir. Là, on a une équipe de France qui est assez diverse. Voilà quel est le morphotype des gymnastes que j'entraîne. Est-ce que c'est mésomorphe, endomorphe, ectomorphe? Voilà, trois profils différents. Est-ce que dans l'organisation corporelle, ils ont des profils différents? Et on voit bien que quelles que soient les filles qui sont là, elles sont dans l'équipe de France, quoi, ça performe. Encore une fois, des profils différents, mais pour autant on peut performer, mais différemment. Et on voit bien d'ailleurs, si vous les connaissez ces filles-là et que vous les avez vues performer, elles ne produisent pas la même gymnastique au final. Et tout ça, ça peut commencer dès le plus jeune âge. Quand vous faites faire des ponts aux jeunes gymnastes, comment il fait le pont? Et puis là, rapidement, l'entraîneur, il va dire, dis donc, la deuxième, son pont, il n'est pas très beau. Moi, c'est pas ce que je me dis. Je me dis que c'est son pont, c'est sa nature de mouvement, et aujourd'hui, elle a sans doute des raideurs particulières qui vont sans doute influencer les techniques de courbe pour les flips plus tard. Sans doute que la première gym, elle sera capable d'avoir des courbettes très longues, d'accord, très allongées, avec des angulations importantes. Et puis la deuxième, peut-être qu'il faudra une courbette beaucoup plus redressée et beaucoup plus courte, par exemple. Et pour moi, c'est pas une faiblesse, ce pont, c'est juste une caractéristique à prendre en compte pour optimiser l'entraînement derrière et pour faire des choix qui vont me permettre de gagner du temps. La performance, le gymnaste, gagner du temps. Ce qu'on a dit au début. Donc voilà un peu ce qu'on va essayer de regarder, d'identifier, comment on peut construire des choix de performance derrière pour aller plus vite. Si je vous mets un autre exemple ici entre 2 gymnastes qui sont performants au niveau mondial, hein, ou qui l'ont été au saut de cheval, on a ici 2 stratégies différentes entre Thomas Boy ou Nikita Nagorny. Nagorny qui lui va avoir une course très verticale, quand Thomas lui va engager vers l'avant. On voit les 2 techniques de course qu'on a évoquées tout à l'heure. Et puis un Nagorny qui va avoir une trajectoire au niveau de la projection du bassin qui va être et du corps très horizontal, quand si vous regardez le format de course de Thomas, qui va avoir vous voyez la déformation même du pied au sol, okay, avec le talon qui part ici, qui part de travers, il y a des torsions dans le bras, il y a la main derrière qui tourne, donc il y a une course qui est très en zigzag, d'accord, donc c'est pas du tout les mêmes techniques, et pour autant les 2 vont performer au saut, sans problème. Je me défie de leur dire que c'est nul. Et si on regardait les vidéos, je ne sais pas vu les vidéos, je sais que j'aurais pu les mettre, finalement on se rend compte que les 2 modalités de course et d'approche du tremplin, elles sont différentes. Et c'est pas parce qu'il y en a un qui fait un yourche ou un truc, les 2 là ils partent pour un saut en renversement avant. D'accord. Et finalement Nagorny lui il court vite dès le départ et ensuite il va réguler sa course à l'approche du tremplin.
Quand Thomas, lui, il court doucement au départ et il va accélérer progressivement jusqu'à atteindre une vitesse maximale à l'arrivée sur le tremplin. Donc deux modalités de course différentes, deux techniques différentes. Et donc si je ne tiens pas en compte ça, quand j'imagine, peut-être je ne vais pas faire les bons choix. Et tout ça, c'est conditionné pas uniquement quand je suis un champion, parce que souvent la démarche des entraîneurs, c'est de se dire regarde pas les champions parce que ils déforment. Ils déforment l'apprentissage théorique de base. Ils vont déformer la gym pour se l'approprier. En fait, c'est pas que ça. C'est que peut-être ils ont des entraîneurs qui ont réussi à leur faire approprier leur propre gym assez vite. Et tout ça, ça arrive dès tout petit. Si vous regardez la photo des jeunes filles qui courent, vous pouvez observer des différences tout de suite, et dès tout petit. Vous voyez, les deux, elles posent le pied au sol, hein, et il y en a une, vous avez vu, il y a un enfoncement au niveau de l'appui qui est beaucoup plus important que l'autre qui va avoir cette jambe tendue, alors qu'on est au même moment de course, hein, on est au moment où le genou de l'autre jambe va passer devant, d'accord? On est à la même phase de course, et pourtant on n'est pas du tout dans la même construction d'appui. Ok? Donc ça a des incidences. Au niveau des bras, il y en a une qui court bras tendu, l'autre qui court le bras plié en dedans. Donc pas du tout les mêmes modalités d'organisation du mouvement sur les membres supérieurs. Ici sur les mains, il y en a une qui court les doigts ouverts, doigts tendus, l'autre qui a les poings fermés. Okay. Donc c'est pas les mêmes chaînes musculaires qui sont sollicitées rien que sur une course de base. Donc vous imaginez dans la complexité des mouvements gymniques qu'on va produire derrière, les incidences et les choix que ça peut supposer. Okay. Donc même tout petit, c'est des choses qui sont installées. Là, un autre exemple avec Baelch ou Ferrari, hein, les deux nanas qui sont médaillées mondiales et olympiques au sol. Là, elles partent toutes les deux sur je sais plus, un full, je crois que c'est ça comme diff. On voit bien que l'angle d'attaque n'est pas du tout le même, et la flexion des jambes n'est pas du tout la même, et la relation du talon au sol aussi n'est pas du tout la même. D'accord ? Et pour autant, elles vont faire la même diff derrière, à partir de ce take-off. Donc c'est intéressant de voir que les stratégies sont différentes, et pour autant, les deux sont capables de produire une performance. Après, ça met en question aussi nos modalités, nous, d'entraîneurs, sur la prise en compte de ces caractéristiques. Sur ces deux images, on voit que sur des points clés du mouvement, on a des attentes. Sur la chandelle, là c'est deux filles américaines aux Jeux Olympiques de Rio, hein. On ne peut pas dire qu'elles sont mauvaises, quand on connaît l'équipe américaine. Et pourtant, celle qui part en sortie de poutre, voilà la posture, hein, vous voyez, hein, en extension, les bras pliés sur le côté, quelque chose où on se dit techniquement, là j'ai la photo au take-off sur la poutre d'une autre gymnaste ici, où c'est plutôt cette forme-là qu'on attend dans le profil technique habituel. Et pour autant, on voit que ce qui est performant après, pour celle-là, c'est pas du tout la même forme. Okay. Sur la sortie ici en back full, on voit bien que la tête elle est tirée, le dos est creux, le bassin est légèrement en arrière. Donc on n'est pas du tout dans la forme technique de ce qu'on pourrait attendre de la forme du balancé en sortie de barre, ce qu'on voit en dessous. Ce qui est plutôt attendu par les entraîneurs. Et pour autant, on voit bien que techniquement, le choix et l'organisation est différente, et va lui dire que sa sortie elle est nulle. En plus c'est pile. Voilà, c'est ça. On voit bien que ça met en question finalement les modalités d'apprentissage, les formes techniques, et comment je peux faire des choix qui peuvent être différents de ce qu'on a comme modèle interne, soi-même en tant qu'entraîneur. Et qu'on est obligé de prendre en compte qui on a en face de soi pour peut-être remettre en question son modèle. D'autres exemples encore pour terminer, avant de vous montrer ce que j'en fais. On voit ici par exemple au saut ou au bar, deux gyms qui vont organiser le mouvement longitudinal en associant les épaules avec le bassin. On voit que la rotation des épaules, elle est associée à la rotation du bassin. Il y a un bloc de corps qui tourne. Et quand on regarde là, Simone Biles au saut, qui fait le même saut que celle d'à côté, elles font le même saut les deux. Hein. Elles sont en train de faire un saut là avec un demi-tour. Ouais, voilà, c'est ça. On date sur le tremplin, un départ de Jurchenko avec un demi-tour sur la plateforme. D'accord ? Et on voit bien que l'une, elle est associée là et elle va aller poser ses mains. On voit bien que les deux ont tourné ensemble. Et là, on voit Biles qui a le bassin complètement en retard par rapport aux épaules. Deux techniques d'engagement de la rotation qui sont complètement différentes.
Pour les kinés, ça vous intéressera après de savoir où se passe la rotation entre les deux pour gérer le longitudinal au niveau vertébral, par exemple. Les points d'appui et de rotation ne sont pas les mêmes, par exemple. Donc, en fonction des douleurs et des pathos qu'on peut constater, sans doute, ça a des impacts et des gestions différentes. Donc voilà ce qu'on peut observer et ce qu'on ne peut pas dénigrer, finalement, en tant qu'entraîneur pour gagner du temps. Alors moi, voilà ce que j'en fais après avec les gyms. Et ce que j'ai fait sur les DRA, en fait, je leur fais passer une batterie de tests. Ici, c'est pour une des gyms du Havre, je crois, une petite. Sur lesquels on va, à partir de tests qui ont été prouvés par ailleurs, où certaines études ont été faites, d'autres qui ont encore besoin d'être explorées, mais que moi je souhaite mettre en question. Voilà. Toute cette batterie de tests me permet d'identifier des caractéristiques du mouvement spontané des gyms pour en donner des orientations techniques. On va avoir des exemples d'orientation derrière. Si je prends un exemple ici, et dont on a parlé tout à l'heure, si je marche par le haut ou par le bas, avec une course plutôt terrestre ou aérienne. Les études, après, elles mettent en évidence différentes caractéristiques qui sont associées à ce type de déplacement. Ça met par exemple en évidence, si je suis plutôt terrien, donc si je vais engager par le bassin, ce qui est le cas de la jeune gymnaste ici qu'on a évaluée, on sait qu'elle va être plus sensible à du développement de force de type concentrique. Parce que c'est comme ça qu'elle travaille, c'est-à-dire qu'elle va déplacer